Merci d'être venu à cette rencontre. Je ne veux pas dire une confrontation entre agriculteurs biologiques et puis agriculteurs, je dirais, conventionnels ou classiques. Je crois que le moment était venu de cette rencontre, puisque sur Barjac, nous sommes désormais avec notre restaurant scolaire un gros client avec 220 repas tous les jours. Donc il y a un petit marché qui s'est fait jour et nous avons pu constater qu'autant qu'il y avait des surproductions dans beaucoup de produits, autant en produits agriculture biologique, il y a pénurie. Je parierai pas tôt sur le bio. Moi, là où je crois en agriculture, c'est l'agriculture raisonnée. C'est une agriculture qu'une majorité d'agriculteurs pratiquent. Ce qui veut dire qu'il y a les programmes de lutte raisonnée pour la viticulture, en grande culture aussi. Des apports azotés fractionnés pour éviter le lessivage. Toutes ces mesurettes font que quand même on est soucieux de la protection de l'environnement. Et puis on a vu les pratiques qu'ont fait nos parents. C'est vrai que là il y a eu des excès. Aujourd'hui les jeunes, même qu'ils soient en culture conventionnelle, sont conscients qu'il a fallu faire attention. Et puis il y a deux raisons. C'est le souci de la protection de l'homme, mais il y a aussi le souci de la protection de leur porte-monnaie quand même. Parce que les produits sont horriblement chers. Alors, moi, oui, pour le bio, j'y crois au bio. Et j'y crois parce qu'il y a un créneau, il y a une niche, mais le tout bio, j'ai peur que ça ne sera pas suffisant, comme tu disais, pour nourrir la population. Mais nous, sur la coopérative, on fait environ 30 000 tonnes. Mais en bio, ça représente rien du tout. À peine quelques dizaines de tonnes, c'est rien du tout. Hein. Mais je pense que si on était beaucoup en bio, je ne sais pas si on arriverait tous à manger en céréales. Si on mangerait des pâtes tout le temps. Il faut cesser d'empoisonner la terre, l'eau, l'air et les aliments sous l'alibi fallacieux de nourrir l'humanité alors qu'on affame l'humanité. C'est pourquoi, face aux dérives du modèle agricole dominant, il faut une réforme en profondeur pour préserver la santé et l'environnement. J'affirme haut et fort que l'on peut produire autrement, durablement, des denrées alimentaires de haute qualité sanitaire en quantité suffisante, avec des performances économiques bien supérieures aux méthodes industrielles, pour peu que l'on cesse de remplacer les paysans sur la terre par des molécules chimiques. Je pense qu'il y a culturellement dans la tête du monde paysan des verrous à faire sauter pour se dire c'est quoi demain le métier? Comment ça se fait que vous nous dites qu'on raisonne les apports, qu'on diminue le nombre d'agriculteurs et par contre on consomme toujours les mêmes quantités, voire on augmente les quantités en France de produits chimiques? C'est-à-dire quand on compare les chiffres d'il y a 10 ans, on consomme la même quantité, le même tonnage de produits chimiques. Et tous ces produits, nous on les utilise pas. D'accord? On est bien d'accord. Tous ces produits, on commence par le Roundup, hein, qui a été attaqué parce qu'il pollue les nappes phréatiques. On s'en aperçoit seulement. Nous, on n'utilise pas tout ça. Et on arrive à faire des productions. Moi, j'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça, c'est clair. Bon, Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on mange pas que les légumes et le fruit, on mange aussi la chimie qui est dedans, c'est ça? Ouais, c'est sûr que ça y est, ça y reste. Hein. Il y a pas de... J'ai travaillé dans des grosses propriétés, c'était impressionnant les produits phyto qui étaient utilisés. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La quantité de... J'ai travaillé en Camargue, la quantité de produits qu'on balançait dans l'eau, dans les rizières, qui allaient tout directement au Rhône. Quel type de produits? Beaucoup de désherbants. Et une fois, je me suis empoisonné avec du 2,4-D. C'est des hormones. Ça a donné quoi, comme symptôme? Vous avez mal à la tête, vous avez envie de vomir, vous sentez vraiment que vous allez mourir, quoi. Et c'est des hormones, il n'y a pas d'antidote à ces trucs. Oui, nous, on n'a pas du tout l'intention de polluer plus que les autres. On est en première ligne. Quand nous, on va sulfater, quand on traite,
Donc ça c'est Hervé. C'est Hervé. Donc c'est lui qui manipule tout ce qui est produit. C'est lui qui y va. Il en manipule beaucoup, non? Il en fait pour les arbres, il en fait pour la vigne, il en fait pour les céréales. Comment ça, il procède pour le traitement? C'est lui-même qui va dans la vigne, qui manipule les produits? Mais il manipule les produits à la maison, hein, déjà il faut faire un mélange à la maison. Préparation. Quand il manipule les produits, bon il les aspire, hein, je veux dire il inhale. Hein. Il a des symptômes de... Saignement de nez, à chaque fois. Des saignements de nez? Oui, à chaque fois qu'il traite. Que à chaque fois qu'il traite? Oui, ça c'est sûr. Chaque fois qu'il traite. Et c'est répétitif? C'est répétitif et ça dure 3 jours. Et il se suit pour ça, il va voir le médecin? Il n'en a pas trop parlé encore. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça n'a pas l'air de vous rassurer? Non, pas du tout. Et d'abord, il n'est pas tout seul, puisqu'on a un ami aussi qui nous disait que quand il traitait, à chaque fois qu'il traitait ses vignes, il n'arrivait pas à uriner pendant 8 jours. Et à chaque fois qu'il traitait aussi. Bon, donc il y a quand même un souci. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de ce saignement de nez? Qu'est-ce qu'il dit? Ça le gêne, c'est sûr. Hein. Lui, il est bien conscient que ça vient de ses produits. Hein. Ça, c'est sûr. Comment on fait pour lutter contre le mildiou en viticulture? Comment on fait pour lutter contre le corynéum en arboriculture? Comment vous faites, quoi? Parce que... Déjà, on fragilise pas les plantes. Ok? On nourrit jamais les plantes. Hein. On nourrit le sol. Nous, on a des vergers. On fait des engrais verts dans les rangées en hiver et on retourne ça au printemps. On nourrit le sol, mais on ne nourrit pas les plantes. On n'a pas les mêmes soucis de maladies que vous pouvez avoir. C'est pas de mildiou. Un coup de cuivre et au bon moment, si je vois qu'il va faire pas pleuvoir beaucoup, je vais vite traiter. C'est la seule manière de stopper le mildiou, quoi. Bien sûr, sur nos sacs de cuivre, il est marqué 12 kilos de bouillie bordelaise à l'hectare. Ça, il faut quand même savoir qu'on a des commerciaux en face de nous. Moi, personnellement, je traite à 3 kilos de bouillie bordelaise à l'hectare. Et j'ai jamais eu d'odium sur mes vignes. C'est pas une fatalité d'avoir des maladies. Une maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui attire la bestiole ou le champignon. Hein, c'est pas... Donc pour se défendre contre le mildiou et l'oïdium en viticulture bio, c'est pas difficile. Hein, non. Moi, mon gros problème, c'est l'herbe, parce que mes sols sont devenus vivants et moi, même avec les machines, de l'herbe, il y en a. Il y a des poireaux de vigne chez vous? Oui, je suis le seul à avoir des poireaux de vigne et je suis envahi de ramasseurs de poireaux de vigne. Ça, c'est clair. Et les escargots? Les escargots aussi. C'est bourré de toutes sortes de bestioles. Pourquoi on est solidaire de cette industrie de produits phytosanitaires? Il y a des agriculteurs qui démontrent de plus en plus qu'on n'en aurait pas besoin de ces produits. Et que là où on doit se retrouver dans le monde agricole, c'est pour quelles raisons culturellement on est lié à ces gens de la pharmacie, de l'industrie, de la pétrochimie. Mais on est lié à ces produits parce que les plantes sont devenues malades, parce qu'elles poussent sur des sols qui sont morts, qu'on a tués avec les produits, avec les désherbants et avec l'absence d'humus. Dans la mesure où une plante pousse sur un sol mort, elle ne peut pas être en bonne santé. Donc on a été obligé d'utiliser des phytos, des produits pour protéger les plantes. Et tout démarre de là. Moi je suis passé en bio à cause de ça. D'un côté c'est mon voisin qui désherbe chimiquement, de l'autre côté c'est moi qui suis en bio depuis 30 ans. Donc moi je laisse pousser l'herbe que je travaille après au printemps. Et lui il met des désherbants. Ça fait un peu la vie et la mort quand même, hein? Ça ressemble, oui. C'est inquiétant même. Au niveau du sol à l'intérieur, on voit une différence? La différence, elle est assez nette à voir. Si vous voulez, on va donner un coup de fourche, vous verrez. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Plutôt, qu'est-ce qu'on va pas trouver? On va voir, au niveau de la structure, la grosse différence. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une structure feuilletée. La terre se délite en strates, comme un millefeuille. Dès qu'il pleut, l'eau ne pénètre plus, on n'a pas de trou de vers de terre, puisqu'il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de vers de terre. Oui, effectivement, c'est la mort quand même, hein. Et voilà. l'eau glisse là-dessus. L'eau glisse dessus, et si elle faisait que glisser, ce serait pas grave, mais chaque fois, il y a une partie des argiles qui floculent et qui sont emportées. Donc, si vous voulez, chaque pluie, on a une partie. Ça nettoie. On a une partie qui est de la terre qui s'en va. Et le gros problème, je vous dis, c'est qu'on perd cette argile, qui est le réservoir. On va se retrouver avec du sable et des cailloux. Donc ce sable et ces cailloux, ça va faire un support et on va faire du hors-sol. Et alors là, ici, qu'est-ce que ça donne quand on creuse? Ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une structure particulière. On va deviner tout de suite, qui est complètement différente. On appelle ça la structure grumeleuse. Oui. Donc au lieu de faire des couches plates, ça fait des petites boules, des petits agrégats. Donc c'est le complexe argilo-humique qui est en bon état qui permet de... Vous voyez, il y a des vers de terre. Oui, je vois.
qui permet de faire ça, et qui forme cette structure particulière, en forme de petite boule, qui permet à l'oxygène de pénétrer, et qui permet à l'eau aussi de pénétrer. C'est bon signe d'avoir du ver de terre, non? Il vaut mieux, oui, en principe. C'est eux qui font le plus gros du travail. S'il y a à manger, ça veut dire que la plante aussi a à manger. Exactement, d'autant plus qu'eux, ils transforment la matière organique sous forme assimilable, de façon organo-minérale. C'est magnifique, c'est une terre vivante, ça, on est d'accord. Voilà, ça c'est une terre vivante. Hein? Maintenant, c'est les générations qui vont me suivre qui vont en profiter. Ouais, vous vous rendez compte que le niveau du sol était là où l'herbe l'a maintenu. Et si vous prenez le point de greffe de la vigne, oui, on a perdu 30 à 40 cm de sol. Donc en 30 ans. Si on continue comme ça 30 ans de plus, on est au rocher. C'est-à-dire que l'eau, quand il pleut, elle dévale et elle érode. Et elle arrache et elle emporte tout. Donc ce sont des eaux boueuses qui évacuent. C'est de l'eau chargée de boue chaque fois qu'ils s'en va. Alors que si ça pleut ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'infiltre. Quand je dis aux parents, vous faites mal manger vos gamins, c'est pas porteur électoralement. Et quand je dis à mes amis agriculteurs, vous faites peut-être pas des cultures bien saines pour la santé, c'est pas là non plus bien porteur électoralement. Je me mets du monde à dos. Mais il faut s'en mettre du monde à dos, mais en toute amitié. En toute amitié. C'est comme ça que les choses avancent. Avec de la viande en plus. Il y a des poules pondeuses et des poules non pondeuses. Philippe, pourquoi tu manges pas des carottes? Je dis mais... T'aimes pas? Tu te resserres pas de pâtes, Philippe? Je dis si moi je vais bien manger. Ah ouais, il aura pas de dessert. Les filous. Allez. Ça là. La moitié. Après tu te resserviras. Celle que tu veux. Voilà, c'est bien. Camille est restée 6 ans à l'école de Barjac et elle est tombée malade en juin 2005. Et juste avant la fête des mères, on nous a envoyés à Montpellier consulter. Et là, on a senti un malaise. On nous a parlé de biopsie, de prélèvement. Rendez-vous pris le lundi qui suivait la fête des mères. Et après l'intervention, on est venu nous chercher en nous disant que tout s'était bien passé, mais que le médecin voulait nous parler. Et là, le couperet tombe. J'ai eu une douleur qui m'a transpercée. Quelque chose qui vous déchire les entrailles. On ne sait plus quoi regarder, on ne sait plus quoi faire. Et puis les médecins sont tout aussi désarmés face à notre détresse, ne nous connaissant pas, donc ne pouvant pas immédiatement nous répondre. Nous jurons qu'ils feront le maximum, mais qu'il faut attendre les résultats pour savoir de quoi il s'agit. Et ils vous disent, faut attendre. Donc on a récupéré Camille, qui par l'intervention avait un visage déformé. Donc avec à nouveau une vision insoutenable, une petite fille qui était toute jolie, ça on nous avait pas prévenu. Et puis voilà, et on est rentré à la maison et il a fallu faire face avec ses autres sœurs. On ne pouvait pas leur dire que c'était pas grave, parce qu'on avait des visages qui reflétaient le contraire, mais on ne savait pas ce que c'était. On s'était dit qu'on ne dirait pas, on ne prononcerait pas le mot cancer.